Bonjour à tous les cinq. Déjà un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Je sais d'ores et déjà que ça va être très intéressant et que ça va répondre à sans doute beaucoup de questions de l'auditoire aujourd'hui. Pour commencer, on va peut-être prendre quelques instants pour que vous puissiez vous présenter, vous et vos entreprises. Eric, on va peut-être commencer par toi, vu que tu es juste en face, et on fonctionnera dans le sens des aiguilles d'une montre. Allô? Ouais, on t'entend, c'est bon. Bonjour à tous, ravi d'être ici, merci de m'avoir proposé de venir et de témoigner. Donc Eric Lagarde, je travaille chez Markem Images, je suis Global Strategic Account Manager. À côté de ça, je suis responsable de la commercialisation d'un nouveau produit disruptif qui va vous permettre justement d'intégrer des données dynamiques, notamment à forte vitesse, et enfin une interface privilégiée pour GS1. Pour ceux qui ne connaissent pas, Markem Images est une société qui apporte des solutions de marquage et de codage, aussi bien le software que le hardware, pour vous accompagner. Et on en reparlera plus tard. Bonjour à tous, Nicolas Andrieux, société Armorimac. Donc moi je suis Sales Manager chez Armorimac et Armorimac est un fabricant français, leader mondial sur la fabrication de rubans destinés à la technologie du transfert thermique. Cette technologie, le transfert thermique, elle est utilisée pour le domaine de l'étiquetage et également du packaging film souple. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Mathieu Sossol, je travaille au sein de la supply chain France pour Bonduelle Europe Long Life sur les technologies conserve et surgelées. J'ai la chance d'être membre d'un groupe de travail chez GS1 Identification et Codification. Et il m'a été confié cet été le suivi du projet 2D in Retail chez Bonduelle. Voilà. Je crois qu'il n'est pas allumé. Allô? Ouais, c'est bon. Bonjour, Franck Bourrière, société ProofTag. Je suis le directeur commercial et marketing, et également un des cofondateurs de cette société qui fête ses 20 ans cette année et qui, en plus de ça, je remercie GS1 pour cette invitation parce qu'on vient d'être certifié GS1 la semaine dernière pour la délivrance de QR code nutritionnel dans le secteur du vin. Donc voilà, c'est une double opportunité pour nous. ProofTag, donc c'est une société française basée en région toulousaine, et je pense que mon accent est ambassadeur de ces territoires. On est spécialisé dans le développement de solutions pour l'identification et l'authentification unitaire des produits. On a plus de 200 marques aujourd'hui qui utilisent nos solutions, et effectivement on intègre pas mal de QR code GS1 depuis quelques années dans nos logiciels. Oui, bonjour à tous. Je suis Philippe Graal, directeur commercial chez Domino. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Domino, nous commercialisons des imprimantes afin d'identifier vos produits sur les lignes de production, et tout ça, ça se passe évidemment en temps réel. Super, merci beaucoup à tous les cinq. Alors, moi j'aimerais évoquer dès le départ peut-être des questions sur tout ce qui est défi, challenge qu'il faut surmonter pour la mise en œuvre d'un QR code augmenté GS1. Et du coup, ma première question là, va vous être adressée, Mathieu. Je sais que chez Bonduelle, du coup, vous l'avez dit, vous avez une réflexion poussée sur la mise en place du QR code augmenté GS1. Est-ce que vous pouvez nous exprimer déjà quel est le contexte du projet, comment ça s'est acheminé, et quels sont les principaux changements que ça va induire justement pour concrétiser ce projet? Bien, comme je vous le disais, j'ai la chance de participer à un groupe de travail chez GS1. Donc j'étais assez à l'aise avec la frise depuis 2023. Et j'ai pu effectivement dans un premier temps faire une alerte, une sensibilisation en septembre 2023 auprès de la supply chain, du marketing, de l'industrie notamment, et de l'informatique. Donc déjà pour un peu alerter sur le sujet qui avançait. Et puis j'ai pu aussi après, au printemps, en avril 24, on a pu refaire une réunion sur site où on a invité GS1, Markem Images, pour expliquer effectivement quel était le projet en interne. Et je crois qu'on a été entendu. La direction a effectivement ouvert un projet et m'a confié le suivi de ce projet-là.
C'est le contexte dans lequel on avance. Et ce projet-là, c'est essentiellement l'anticipation du besoin, de travailler un petit peu le sujet, de savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour effectivement en 2027 répondre à la demande, notamment des distributeurs, de pouvoir scanner en caisse les QR codes et se préparer effectivement à intégrer sur nos lignes de production cette donnée dynamique. Très bien, merci. Et du coup, est-ce que il y a déjà des choses que vous avez mis en place concrètement pour surmonter quelques obstacles? Alors, on suit l'actualité, notamment avec la mise en place d'Origine Info. Donc on profite de cette actualité pour essayer d'implémenter la syntaxe GS1, parce qu'on a pris le choix de prendre un QR code pour indiquer les informations Origine Info de nos produits. Donc pour en 2025, on va implémenter du QR code statique avec la syntaxe GS1. Donc ça nous permet d'appréhender effectivement l'encombrement sur nos packs, la taille des QR codes qui vont être générés. D'accord. C'est peut-être déjà un conseil, dans le sens où déjà s'engager sur un QR code augmenté avec données statiques pour mettre en œuvre et réfléchir du coup à de la donnée dynamique. Exactement. Ouais. Très bien. Merci Mathieu. On n'entend pas. C'est mieux comme ça? Ok. Très bien. Eric, je me tourne vers vous du coup. Donc vous représentez Markem Images. Vous accompagnez des industriels dans la transition du 1D au 2D. Aujourd'hui, c'est quoi les principaux défis, les obstacles que rencontrent les industriels selon votre expérience? Alors, avant tout, je dirais que vous utilisez déjà de la donnée dynamique, ce qui est déjà un bon point. On va pouvoir voir sur certaines dates de péremption, juste en dessous un numéro de lot, une ligne de production. Donc c'est des choses que vous utilisez. Ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui, c'est de savoir ce que vous voulez mettre dedans. Donc les challenges, avant de parler de challenges techniques, on va d'abord bien s'assurer que le projet que vous avez est en adéquation avec la stratégie de digitalisation de votre entreprise. Est-ce que derrière ce QR code, vous aurez les bonnes informations et le bon relais en termes de communication? Le deuxième élément fondamental, ça va être de bien définir le contenu de ce que vous voulez mettre dans votre QR code, avec de la donnée dynamique, c'est-à-dire bien choisir les éléments que vous voulez utiliser, sur lesquels vous allez vous appuyer pour apporter de la valeur ajoutée. Bien entendu, en faisant cela, vous allez ensuite penser aux solutions d'impression. Et ces solutions d'impression, elles vont être aussi dépendantes de l'environnement dans lequel vous allez placer votre marquage. C'est-à-dire votre marquage aujourd'hui, vous avez un EAN13, vous allez rajouter un QR code, il va y avoir besoin de le positionner à un endroit spécifique. Est-ce que la technologie que vous utilisez aujourd'hui est appropriée et peut imprimer à cet endroit? Donc il va falloir identifier cette technologie, et à côté du marquage, il va aussi falloir penser à la relecture, puisque le code 2D va être utilisé par vos clients et tout l'écosystème. Donc il est nécessaire de s'assurer que le code que vous avez imprimé est conforme avec ce que vous vouliez, qu'il incorpore les bonnes données dynamiques et ensuite qu'il soit correctement relu. Lorsque vous avez fait tout ça, il faudra aussi vérifier que, bien entendu, vous respectez les standards. Axicon est présent dans la salle pour s'assurer qu'on est bien cohérent. Donc, les éléments techniques, oui, il y a des challenges parce que peut-être que demain, vous allez devoir imprimer un petit peu plus vite et garder en mémoire qu'imprimer un code 2D par rapport à une date de péremption, c'est grosso modo 4 ou 5 fois plus de temps nécessaire pour rajouter de l'information. Ce temps-là est-il disponible avec les technologies actuelles? Pas forcément, donc il faut d'autres solutions. Okay, très clair, merci beaucoup Eric. Nicolas, je vais vous poser en fait la même question. C'est quoi les obstacles majeurs que rencontrent pour le coup les clients de vos clients? Du coup, je partage complètement ce qui a été dit par Eric. Je dirais que le principal challenge qui nous est remonté, c'est tout ce qui est le management de la data.
à savoir qu'est-ce qu'on va vouloir transmettre, qu'est-ce qu'on va vouloir recueillir également vis-à-vis du consommateur. Il y a ensuite l'aspect impression, bien sûr, mais il y a avant ça, je dirais, la fédération au sein d'une entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir former une task force. Nous, ça a été le cas, par exemple, chez Armory Mac depuis une bonne année maintenant, parce que ce n'est pas seulement un projet logistique, c'est un projet qui englobe tous les métiers de l'entreprise. Donc c'est vraiment la fédération autour de ce projet. Et puis, après, en termes d'impression, c'est se poser les 3 questions, on en a parlé, c'est la cadence d'impression, ça va être la résolution de l'impression pour avoir un code net et qui va pouvoir être scanné de la bonne manière, et puis un bon contraste qui lui-même va permettre, par exemple, un passage en caisse optimal. Ok, merci beaucoup. Donc là, on vient de parler des défis, des challenges que peuvent rencontrer notamment les industriels dans l'implémentation. Pour mener un projet, il faut forcément qu'il y ait des bénéfices derrière. Du coup, Mathieu, donc chez Bonduelle, vous réfléchissez à le mettre en place. Qu'est-ce que vous avez décelé comme opportunité ou comme bénéfice pour mettre des ressources humaines sur ce projet, potentiellement des investissements financiers aussi? Comme je vous le disais, c'est effectivement un sujet, une phase d'anticipation pour effectivement améliorer toujours notre traçabilité. Ça, c'est un point clé. On fait chez Bonduelle aussi de la marque distributeur. Donc c'est clair que ce serait une réponse à des nouvelles exigences qui vont arriver, je pense, de la part de nos distributeurs, d'être prêts et d'être en capacité à y répondre. Et derrière, effectivement, vous le disiez, il y a toute une stratégie digitale qu'il ne faut pas mettre de côté effectivement dans ce type de projet. Voilà, c'est sûrement la porte ouverte à de nouvelles choses, de nouvelles créativités sur la partie digitale. Effectivement, derrière, il y a de l'information consommateur-client qu'il va falloir gérer. Et voilà, je ne doute pas que les services marketing, communication pourront aller exploiter aussi ces informations-là. Et évidemment, après, c'est avec le cas d'Origine Info, c'est aussi le support, le QR code GS augmenté qui nous permettra de répondre aussi aux nouvelles réglementations à venir. Ok, très bien. Donc, si je résume, l'engagement consommateur, déjà, donc, toutes les actions marketing qu'il peut y avoir, et tous les usages derrière, type retrait-rappel, etc., pour la sécurité du consommateur. Et voilà, parce que se conformer peut-être à de futures réglementations. Enfin, on l'a vu sur les vins SPI, on n'en a pas parlé dans la genèse du QR code, mais c'est vrai qu'il y a eu une réglementation le 8 décembre sur les vins spiritueux. On a pu digitaliser de l'information réglementaire. À voir si pour Origine Info ou d'autres, effectivement, ça pourra être le même cas. Très bien. Maintenant, j'ai une autre question, alors un peu plus touchy cette fois-ci, mais que vous vous posez tous dans la salle et en distanciel, j'en suis sûr et certain. C'est la question des coûts. Je sais très bien que vous y pensez. Donc, moi, je vais poser cette question à tous les intervenants. Je ne m'attends pas à une réponse très spécifique. Je vous laisse prendre cette question sous l'angle que vous souhaitez. Eric, je vais commencer par vous, parce qu'en face de moi, est-ce que vous avez une réponse à apporter? La bonne personne à demander. Ce que j'ai tendance à dire, il ne faut pas commencer par regarder le coût qui est associé, mais se poser la question de ce dont vous avez besoin. Et il y a tellement d'applications différentes que finalement le coût peut varier énormément. Ce qui est important, c'est que le travail que vous allez faire et l'opportunité d'intégrer un GS1 Digital Link, ou le QR code augmenté GS1, pardon, en français, ça va vous permettre aussi de repenser complètement vos emballages, d'avoir une nouvelle philosophie autour de ces emballages. Donc oui, vous allez probablement avoir un peu d'investissement à faire, mais de l'autre côté, vous allez mieux fonctionner, vous allez être beaucoup plus efficient, vous allez avoir une approche différente de votre emballage et donc des optimisations potentielles. Donc après, je pourrais vous donner un prix pour une technologie ou une autre, mais je ne pense pas que ça ait vraiment du sens aujourd'hui parce que les applications sont tellement nombreuses. Sachez juste que ces projets-là, si on les mène correctement, ils vont dans un ensemble qui devrait vous permettre plutôt de voir et de penser économie et investissement en amont, plutôt que juste une notion de coût additionnel. Très bien, merci beaucoup. Nicolas ou Mathieu, si vous voulez répondre.
peux poursuivre, effectivement. C'est l'objectif principal du projet qu'on vient de lancer, hein, c'est de faire un peu l'inventaire de nos packs, les renouveler, enfin voir un petit peu comment on va les modifier, faire aussi le tour un peu de nos lignes de conditionnement pour évaluer sur chaque typologie de ligne, chaque environnement, chaque typologie de support. Donc aujourd'hui on n'a pas forcément de coûts à préparer, mais c'est l'objet du projet de proposer courant 2025, notamment aux équipes industrielles, les coûts à venir, ligne par ligne. Voilà, pour notre filiale, on avait listé dans une de nos premières réunions une 60aine de lignes, effectivement, avec des cotes mal taillées de certains coûts de ligne. On se dit, voilà, on va dépasser 1 million d'euros, 1,5 million, j'en sais rien. Donc voilà, il faut aller ligne à ligne. Il y a effectivement des solutions déjà en place qui existent. On doit pouvoir les exploiter pour ne pas avoir trop d'investissement. Voilà, et vraiment, cette première phase du projet, c'est ça, c'est définir ligne à ligne le coût, et ensuite on définira aussi la roadmap de déploiement de chacune de nos lignes sur l'ensemble de nos sites. Mais aujourd'hui, j'ai pas de coût, effectivement. Mais bon, oui. C'est bienvenu en tout cas de l'anticiper pour le préparer, et effectivement éviter les gros yeux, parce que vous le disiez, c'est un projet effectivement où il faut embarquer pas mal de services. Et effectivement, à un moment donné, il y a certains qui mettront la main à la poche. Ce qui était une attente aussi tout à l'heure, quand on regardait les défis, il y avait faire adhérer en interne. Donc le fait de faire adhérer en interne, ça prend aussi du temps. Donc effectivement, plus on s'y prend à l'avance, mieux c'est. Merci beaucoup, Mathieu. Franck ou Philippe, si vous voulez continuer. Pour ma part, je vais rejoindre Eric, c'est pas du tout simple de s'engager sur un tarif. En règle générale, les applications sont tellement spécifiques, mais à la limite, pour pas non plus vous frustrer, mais prenez pas ça à la lettre quand même. J'aurais tendance à dire que si on parle d'une application assez basique, simple, avec un système de vision, parce que je pense que très souvent on sera dans la nécessité d'avoir une caméra pour relire le code, donc il ne faut pas simplement regarder le système de marquage. Je pense qu'avec des technologies comme, si je devais donner un exemple, jet d'encre thermique, si vous voyez ce que c'est les fameuses cartouches bureautiques que vous utilisez dans les imprimantes. On devrait tourner autour des 25 000 euros aux alentours. Ça devrait démarrer dans ces eaux-là. Si on doit parler de solutions laser, ça va dépendre encore une fois de tas de choses, de substrat, la puissance nécessaire, etc. Avec un système de vision, ça devrait être autour des 50 000 euros. Mais à nouveau, il s'agit, ça n'intègre pas des coûts associés au logiciel, mais encore une fois aux intégrations mécaniques qu'il pourrait y avoir sur la ligne. Donc je suis désolé de ne pas vous aider davantage, mais je crois que le mieux c'est effectivement d'étudier les dossiers un par un. En fait. Voilà. Oui, je vais vous rejoindre là-dessus, c'est que quand on parle de coût, c'est pas le coût du QR code en tant que tel, c'est vraiment l'ensemble du projet, c'est-à-dire, comme on l'a dit, il y a plusieurs services dans la société qui sont à prendre en compte. Il y a toute la partie logicielle, donc qu'est-ce qu'on va gérer en termes de data. Ensuite, on va avoir effectivement une partie hardware au niveau du marquage. On parle déjà de quelques techniques de marquage de ces QR codes avec des coûts qui peuvent varier. Forcément, par rapport au substrat qu'on va marquer, à typologie de pack, on va se retrouver avec des contraintes techniques qui peuvent être plus ou moins importantes. Un point important, c'est que les données variables jusqu'à présent, c'était peut-être quelque chose qui était assez anodin. Le numéro de lot, la date de péremption, c'est quelque chose qu'on sait pertinemment être sur le produit, mais qui est relativement invisible parce que c'est quelque chose qu'on va aller chercher. Souvent on se dit tiens, elle est où la date limite d'utilisation? On va retourner le produit un peu dans tous les sens pour aller le trouver parce que le marquage qu'on a fait, un jet d'encre, jet d'évier, il n'est pas forcément très visible, ou même au laser, et esthétiquement il a peu d'impact sur le produit. Là on parle de quelque chose qui va avoir un impact visuel assez important, et nous ce qu'on peut voir aujourd'hui par rapport à nos clients, c'est que c'est un élément technique qui devient un élément marketing. Et là, quand le marketing s'en mêle, ben, il a des exigences. Il a des exigences de qualité perçue par le consommateur. Alors, on avait cette discussion tout à l'heure. Moi, je m'en moque à partir du moment où il marche. Ben, je suis désolé, il y a des propriétaires de marques qui vont être très, très, très exigeants sur la définition de ce QR code. Et à partir de là, ben, on va avoir un impact économique, non seulement sur l'outil de marquage, mais également sur les cadences, parce que quand on veut faire de très bonnes définitions, ben, peut-être qu'on ne peut pas produire aussi rapidement qu'on le faisait jusqu'à présent. Donc dans les éléments de coût, il y a tout ça qui est à prendre en compte, et puis les arrêts de ligne s'il faut upgrader toutes les lignes de production. Tout à fait. Ok, voici.
Alors, je vais le dire, parce qu'en distanciel, sinon ils n'entendent pas, de bien mettre le micro au niveau du menton, parce qu'a priori, on n'entend pas très bien en distanciel. Voilà. Donc, si je résume un petit peu les propos, finalement, il n'y a pas un coup unique. Ça dépend de beaucoup de choses, de l'état des lieux sur la ligne de prod, qu'est-ce qui est utilisé comme software, comme hardware, en termes de marquage, le type de packaging, le matériel, etc. Donc, en résumé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Mathieu, plus on s'y prend tôt, plus on arrive aussi à faire un diagnostic, un état des lieux, pour savoir sur peut-être quelle ligne de prod en premier il faut avancer et quel coût ça va induire par ligne de prod. Si je résume, vous êtes plutôt OK. Effectivement, l'effort ne sera pas le même. Ouais. Par exemple, pour notre technologie conserverie, on fait de l'étiquetage assez rapidement, avec des hautes cadences, que des sachets surgelés, effectivement, avec des cadences moindres, où on a déjà des smart dates de chez Markem, où effectivement on pourra sûrement enclencher assez rapidement des tests. Voilà. D'accord. Et voilà, chaque cas est spécifique. Je rajouterais peut-être un élément, démarrer avec un pilote, ça va vous permettre de structurer, d'identifier un peu les besoins en termes d'architecture, en termes de ressources associées, parce que là, vous arriverez à dimensionner sur une catégorie et surtout, vous aurez pris la mesure de ce qu'il va falloir faire et il vaut mieux le faire en anticipant plutôt qu'en réaction à un moment donné où il va y avoir des demandes, des cahiers des charges qui vont être émis, où on va vous imposer des choses. Donc, je pense que la démarche de Monduel avec un pilote et dans l'exemple pris avec des Smart Dates, donc utilisant notamment des produits de Armor, c'est des solutions qui existaient qui vont pouvoir être réutilisées. Donc sur ce principe-là, finalement, il y a un coût additionnel, mais qui est plutôt limité par rapport à d'autres applications. Ok, merci beaucoup. Donc là, on a évoqué tout ce qui est défis, bénéfices et coûts même. Bon, même si, on l'a dit, il n'y a pas de coût unique, malheureusement. J'aimerais évoquer maintenant plutôt, faire un focus sur ce qui existe aujourd'hui en termes de solutions. Philippe, je vais m'adresser à vous en premier. C'est donc le QR code augmenté GS1, finalement, il est né il n'y a pas très longtemps en tant que standard, et en plus en France en 2023. Est-ce que vous avez vu des évolutions en termes de solutions de marquage? Est-ce qu'il y a eu des grands bouleversements sur le marquage 2D? Oui, je dirais qu'en fait, on a pu constater l'exploitation du QR code en règle générale avec un maximum de balises. On parlait tout à l'heure des balises, ce que vous souhaitez y intégrer dans ce QR code comme identifiant, peut très vite jouer sur le dimensionnel du QR code. Donc effectivement, ce dimensionnel va être de plus en plus grand en fonction du nombre d'informations que vous allez vouloir y mettre. Mais il n'y a pas que ce type de choses, il y a aussi la vitesse linéaire, on va dire, à laquelle on doit, nous, imprimer le produit. C'est pas forcément toujours simple. Et il y a la notion de cadence, c'est toujours différent, la cadence et la vitesse linéaire. Donc on a souhaité effectivement tenir compte de tout ça sur les 2 dernières années. On a fait en sorte d'intégrer de nouvelles technologies, on va dire, à la gamme qui est assez complète déjà aujourd'hui, qui permet d'imprimer du QR code, encore une fois. Mais on a souhaité ajouter une tête d'impression jet d'encre thermique, c'est la fameuse cartouche bureautique dont je vous parlais tout à l'heure, donc aujourd'hui qui permet d'avoir une hauteur de 26 mm en termes d'impression, avec une définition de l'ordre de 600 dpi, donc c'est plutôt pas mal, à 30 minutes, donc on peut aller quand même un peu plus vite si on descend en définition. On a ensuite lancé commercialement une nouvelle imprimante, la K300, qui est une machine, elle, par contre, qui va nous permettre d'imprimer à 125 mètres minutes en vitesse linéaire avec une définition de 600 dpi. Donc là, on commence à aller relativement vite pour imprimer sur les produits. Et enfin, on a prévu le lancement prochainement, donc au salon All4Pack, pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, le lancement d'une nouvelle gamme laser qui va permettre, elle, d'imprimer 25% à 30% plus rapidement que la gamme actuelle, si vous voulez. Donc je pense aujourd'hui, avec ces différents compléments de gamme, qu'on devrait être capable de répondre à la majorité des applications, mais encore une fois, il s'agit de rentrer dans le détail au fur et à mesure. Très bien. Donc en définitive, oui, il y a eu des évolutions au niveau de marquage 2D. Oui, complètement, ça a bouleversé. Il a fallu chercher des solutions pour imprimer de plus en plus vite. Ouais. Et ça, c'est essentiel. Donc j'aurai l'occasion tout à l'heure justement de vous présenter dans la cette solution. Tout à fait. Nicolas, je vais m'adresser à vous.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des interrogations, alors oui, j'imagine, ou des limitations techniques encore, selon vous, pour intégrer de la donnée dynamique dans un QR code augmenté? Je pense que des interrogations, il y en a. Hein. Il suffit d'être parmi vous aujourd'hui pour voir que voilà, il y a des questions qui reviennent en termes de cadence, voilà, management de la donnée. Mais je dirais que avec les progrès qui ont été faits au niveau des technologies, finalement, imprimer un QR code dynamique, voilà, les apporteurs de solutions que nous sommes ici aujourd'hui sont là aussi pour vous rassurer sur ce point. C'est tout à fait faisable. Il suffit de se poser les questions au niveau de l'application, voilà, au niveau des cadences, du contraste, de la netteté du QR code, le nombre de données qu'on va vouloir intégrer, ce qu'on a déjà ou pas en ligne. Et puis après, ça va être de s'approprier le projet en même temps. Très bien, merci beaucoup. Eric, du coup, on a parlé solution marquage 2D. C'est de l'impression, mais on a vu qu'il y avait d'autres défis aussi. Il y a un impact sur tout ce qui est logiciel, software. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce que ça peut induire? Alors, tout à fait. On a parlé de données dynamiques. Pour ceux qui vont partir dans cette direction, il va falloir récupérer ces données. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Donc, l'importance du logiciel, c'est absolument fondamental demain d'avoir un logiciel qui puisse vous accompagner. Donc il va récupérer des informations de l'ERP, du MES ou du WMS. Il va récupérer ces informations qui peuvent être mises au sein du QR code pour de l'impression. Ensuite, on a parlé de relecture. La relecture, c'est pas juste dire si la donnée est bonne ou mauvaise. Si typiquement vous allez faire de la sérialisation, il sera nécessaire de récupérer cette information et de la stocker, notamment dans une base de données. Donc, les logiciels sont fondamentaux. Ils vont travailler avec la ligne, ils vont travailler avec l'infrastructure. Et notre solution logicielle Colosse fait en fait le lien entre l'IT et l'OT, justement pour pouvoir apporter ce complément supplémentaire. Okay. Donc pour faire basculer, par exemple, la donnée produit de l'ERP vers la machine d'impression en format GS1 digital. Et donc, là-dessus, pour aller un petit peu plus loin, ça va aussi permettre de centraliser l'information pour s'assurer de la cohérence des messages qui vont être construits et imprimés par la suite, de récupérer ces informations de telle sorte que lorsque les clients, et quel que soit l'écosystème, client pouvant être un consommateur ou un distributeur, va scanner ce code 2D, il aura accès à des informations qui sont liées aux informations que l'on va retrouver grâce à l'URL au sein de l'industriel. Okay. Merci beaucoup. Bon, on voit en tout cas qu'il y a des... Voilà, avec la donnée dynamique, il y a des travaux à effectuer un petit peu sur toute la chaîne de valeur, finalement, sur toute la ligne de prod. Franck, selon vous, quels sont aujourd'hui les prérequis techniques et ou organisationnels auxquels il faut penser lorsqu'on mène un projet pilote, justement, avec donnée dynamique? Prérequis, je commencerai déjà par l'organisationnel, parce que tous les intervenants en ont parlé. C'est un travail d'équipe, c'est pas une mission qui incombe aux équipes de production à ce niveau-là, ou à l'indus, c'est vraiment l'ensemble de la société. On va retrouver dans ces projets aussi bien une partie effectivement technique production, logistique, marketing, engagement consommateur, qualité. C'est vraiment transverse et ça c'est le prérequis, c'est de créer une équipe. Une équipe qui, dès le début, va partir d'une feuille blanche et ne va pas hésiter à faire une prospective sur tous les besoins qu'elle peut avoir à l'heure actuelle et dans le futur. À partir de là, on va commencer à définir ce qui est réalisable, voir comment la donnée, et pour vous rejoindre, va être gérée entre les systèmes existants et ceux qui vont être déployés. Et puis, très rapidement, il va falloir voir si tous les produits peuvent être concernés. On se rend compte, nous, chez les clients, qu'on a vite fait de traiter 80% des cas. Et puis, il y a les 20 derniers pourcents qui sont très compliqués parce que c'est un emballage totalement différent, c'est une ligne qui est outsourcée, qui n'est pas forcément en interne. Donc. Et là, on se rend compte que dans la réflexion, il faut inclure plus que les équipes internes, il faut inclure des équipes également externes, qui peuvent être les fournisseurs d'emballage,
les sous-traitants et également les logisticiens, parce que si on fait quelque chose qui doit être utilisé par le logisticien, il faut que le logisticien sache s'en servir. Alors des fois on a des écueils, parce que quand le produit arrive chez le logisticien, il n'est pas équipé pour lire du 2D, et puis c'est un écueil auquel on n'a pas pensé et qui peut tout mettre par terre. Donc avoir la vue holistique, comme on dit en anglais, la plus globale possible dès le début, et puis très rapidement partir sur un pilote. Je rejoins ce qui a été dit là-dessus, partir sur un pilote déjà pour se faire sa première expérience, et ensuite comprendre quels vont être les enjeux pour le reste du dossier. Ok, super. Merci Franck. Philippe, est-ce que vous auriez une solution d'impression, quelque chose d'un peu concret que vous avez mis en place pour faire face à un défi d'un industriel ou une réglementation Écoutez, j'ai envie de vous dire que le premier défi en ce qui nous concerne, ça a été d'intégrer cette codification, ce standard GS1 Digital Link directement dans d'autres usines qui fabriquent les consommables et les pièces détachées. Très concrètement, il s'agissait de bien comprendre le sujet, de toute façon, et on a souhaité le mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients de Mino, qui reçoivent des consommables ou des pièces détachées, reçoivent ces produits avec une identification QR code GS1 augmenté, qui permet rapidement d'accéder à toutes les informations et de traçabilité, on va dire, mais aussi des accès simples, rapides, par exemple aux fiches de sécurité pour les fluides. Si vous voulez, c'est rapide, donc ça permet d'y accéder. Ça permet aussi d'accéder au manuel d'utilisation de la machine, ça peut être tout bête, pour comment on met en place la cartouche blanche, quelque chose comme ça. Donc on a souhaité effectivement mettre en œuvre directement dans notre usine, et ça c'était vraiment un travail important à faire pour bien comprendre, je dirais, la problématique. Et ensuite, je pourrais vous parler, parmi les projets dont j'ai l'autorisation de parler évidemment, d'une nouvelle législation en Corée du Sud, donc c'est un petit peu loin d'ici évidemment, qui concerne la suppression des étiquettes sur les bouteilles d'eau, qui aura lieu en janvier 2026. Alors ça c'est fait dans un but de réduction des déchets évidemment, mais c'est fait aussi pour faciliter le recyclage du PET. Alors là, c'est une application très particulière sur laquelle on a beaucoup travaillé, puisque ça nous a permis d'offrir une solution complète aux industriels qui permet, je dirais, d'imprimer sur le bouchon des bouteilles d'eau le QR code. On va relativement vite, on verra ma présentation, on va autour de 50 000 bouteilleurs, donc ça va quand même relativement vite. Et on a à ce jour, en Corée du Sud, puisque là-bas, effectivement, il y a beaucoup de pression sur ce sujet, une dizaine d'installations chez différents clients. Donc ça démarre, mais ça démarre relativement fort. Voilà. Super, merci. Donc cet exemple, en tout cas, c'est pas en France, mais ça montre que le QR code augmenté GS1, il est international pour le coup. Complètement. Très bien. Avant-dernière question, pour vous Eric, on a parlé tout à l'heure de pré-impression sérialisée versus impression en ligne. Selon vous, du coup, c'est quoi les avantages et inconvénients? Peut-être juste rappeler ce qu'est la pré-impression sérialisée. Alors, la pré-impression sérialisée, c'est tout simplement, vous allez chez votre imprimeur qui va vous fournir des films et il va directement intégrer un code 2D dans lequel il aura pu rajouter un numéro sérialisé, c'est-à-dire que chacun de vos emballages aura un numéro unique qui aura été pré-imprimé. Les avantages, pour être tout simple, c'est une qualité d'impression qui est parfaite, puisqu'aujourd'hui vous utilisez ces imprimeurs. Et le deuxième élément, c'est que vous n'impactez pas l'environnement de la production. C'est-à-dire que vous n'allez pas rajouter de la complexité dans un premier niveau. Par contre, ça a aussi des désavantages. Les désavantages, c'est d'abord en termes de coût, parce que souvent, lorsque vous allez acheter une prestation ou un service d'impression d'un code 2D pré-imprimé, vous allez avoir un markup par rapport au coût existant du film que vous achetez. Ce markup va être de X%. Si vous comparez les coûts de vos films et les coûts d'impression que vous avez en ligne, vous verrez que les budgets n'ont absolument rien à voir. Donc un X% en plus sur votre budget de pré-impression peut être important. Mais pour certains clients, ça va avoir du sens. Donc le premier élément négatif, quelque part, c'est le coût. Le deuxième élément, c'est que votre produit va avoir un code sérialisé, mais il ne portera pas les données chaudes. Donc la date de péremption, par exemple, le numéro de lot. Donc si vous voulez obtenir ces informations en plus, il va falloir que lorsque vous utilisez ces films et que vous allez remplir ces films
avec le produit que vous allez vendre. Vous allez devoir mettre des caméras. Ces caméras vont relire les codes qui sont passés sur la machine A, B, C, D. Et ensuite, vous allez devoir intégrer ces données sérialisées avec les données de production. Et là, vous aurez des informations qui sont relativement complètes. Deux désavantages à nouveau. Le premier, c'est que pour accéder à ces informations, il va falloir aller sur un cloud pour récupérer ces données, puisque ces données ne sont pas portées directement sur le QR code. Et le deuxième élément, c'est qu'avec les évolutions qu'on anticipe, il est probable que les distributeurs veuillent récupérer la date de péremption, par exemple, un numéro de lot pour mieux gérer les rappels, pour éviter du gaspillage, et que si demain ces informations sont demandées, quelque part, la solution de préimpression sérialisée ne sera pas une réponse à ce besoin. Ok, très bien, merci Eric. Dernière question, cette fois-ci pour tout le monde. Alors on a 10 petites minutes de retard, mais est-ce que vous auriez 2-3 conseils à donner à l'auditoire du jour pour mettre en place, mener un projet pilote? Peut-être commencer par vous, Philippe. Oui, je vais aller assez vite alors. Je ne vais pas rebondir, on en a parlé tout à l'heure, mais je crois que c'est complètement vrai. Plus vous impliquez en interne les différents services dans la mise en œuvre de ce QR code, et mieux c'est. Il y a des bénéfices pour le consommateur, mais il doit y avoir des bénéfices pour vous aussi en tant qu'industriel. Donc il faut bien les cerner. Sinon, à mon niveau, ce que j'aurais tendance à dire pour le domaine de l'impression, c'est hyper important, c'est bien définir les balises dont vous avez besoin. Parce que ça va définir le nombre de caractères et forcément, il y aura une orientation sur la technologie dans la foulée. Parce qu'il va falloir avoir une technologie qui soit parfaitement adaptée à ce genre d'impression. Enfin, on va dire, il y a aussi une chose qu'il faut bien intégrer au niveau industriel. Lorsque vous imprimez, on aura besoin d'un parfait guidage du produit sur la ligne de production. Si vous commencez à avoir un produit qui vibre de tous les côtés, ça ne le fera pas. On a vraiment besoin d'avoir un produit qui défile à vitesse constante. Donc là, il y a des systèmes simples comme des asservissements recodeuses qu'on peut mettre en place. Mais il faut éviter évidemment les vibrations. Il faut le plus souvent garder une distance entre le produit et la tête d'impression constante, si vous voulez vraiment garantir un super marquage. Enfin, pensez aux technologies comme le laser. Très souvent, il faudra travailler sur le packaging. On verra dans quelques exemples dans ma présentation, où là, il est de bon ton d'avoir un fond de couleur afin de permettre d'avoir un bon contraste au niveau du code. Voilà quelques conseils, puis Super, merci. Je vais faire très vite, en 4 points. Une équipe, un bon brainstorming, un projet pilote et un cahier des charges. Rapide et efficace. Je ne pourrais pas faire aussi vite. Non, effectivement, l'anticipation, je pense, c'est la clé. Et puis faire effectivement attention à des solutions comme la sérialisation. Je pense que nous n'irons pas là-dessus chez Mondial. La donnée doit être disponible en caisse. Donc attention, faites attention à votre besoin. Définissez bien votre besoin. Simplement pour ajouter peut-être un point, c'est d'un point de vue réglementaire, voilà, bien se tenir informé de tout ce qui va tourner autour de la recyclabilité du produit, des régulations provenant de l'Union européenne, je pense au Digital Product Passport, etc. Voilà, toutes ces infos qui sont à prendre en compte aussi au niveau des QR codes augmentés. Et alors enfin, je vais revenir sur quelques éléments. Équipe dédiée, transverse, c'est vraiment fondamental. Avoir toute l'entreprise impliquée, avoir votre écosystème dedans. Deuxièmement, clarifier le contenu. Et il faut vraiment que ce soit en adéquation avec la digitalisation de l'entreprise. Ce n'est pas la peine de faire plus si l'entreprise n'a pas mis l'infrastructure autour. Troisième point, ne bloquez pas l'activité que vous avez actuellement. C'est un projet qui est en parallèle. Donc vous allez apprendre par une ligne pilote, mais continuer et peut-être anticiper sur certains emballages par rapport à ce que vous avez identifié en gardant des fenêtres spécifiques pour demain, pour pouvoir intégrer le QR code augmenté GS1. Et enfin, bien regarder la solution dans son ensemble, le hardware, le software, parce que c'est tout un écosystème. Et si vous ne prenez pas tout en compte, intégrant aussi la ligne de production, il risque d'y avoir des surprises et des frustrations par la suite. Très bien. Merci beaucoup à tous les 5. On en a terminé avec vos interventions sur la table ronde. Je pense que ça a été
très bien pris. J'ai vu beaucoup de monde acquiescer et prendre des notes. Donc, j'imagine qu'il y a eu de très bons conseils. On va passer à la phase de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Alors, il faudrait que quelqu'un m'aide juste à déplacer le micro. Bonjour, je suis Lilita Fournel de la Fédération du commerce et de la distribution. Merci pour vos présentations. Alors moi j'ai deux questions. La première, c'est une réaction sur l'intervention de M. Lagarde sur la solution de préimpression. J'ai entendu la fin de votre intervention qui m'a un peu étonnée, à savoir que du coup, si on embarque, si on a la nécessité d'embarquer des données chaudes dynamiques, comme vous l'évoquiez, si les distributeurs avaient besoin derrière de pouvoir la récupérer, a priori, c'était pas une solution. Donc, j'ai pas forcément bien compris, parce que quel cas, ça va écarter dès le départ solution. Enfin, désolé de ne pas avoir été clair. Aujourd'hui, dans le dans le QR code augmenté GS1, vous allez pouvoir intégrer des données dynamiques. Si vous avez par exemple la date de péremption ou le numéro de lot, demain, lorsque votre produit passera en caisse, quand vous allez le scanner, ils vont pouvoir, le distributeur va pouvoir identifier la date de péremption. Si sa date de péremption est très courte, l'avantage que vous avez pour le distributeur, c'est de dire je peux faire une promotion pour m'assurer que ces produits partent et vous aurez une remise de X%. Donc ça, c'est pour la date de péremption, mais la même chose avec un lot si vous avez un rappel de produit. Si vous faites de la préimpression sérialisée, vous allez imprimer sur vos films un QR code avec un numéro sérialisé. Par contre, vous n'aurez pas l'information de la date de péremption et vous n'aurez pas le numéro de lot puisque votre film peut être mis sur une ligne A, B, C, D si vous avez plusieurs lignes. Et le film peut être utilisé au mois de janvier ou au mois de février, etc. En fait, ça, je l'ai bien compris depuis le départ et avant la session d'aujourd'hui, mais je pensais que la réattribution d'un range, enfin, d'un nombre de numéros de série sur la ligne de fab par l'industriel permettait derrière d'aller embarquer la plage de DLC ou la DLC en question, Alors en fait, comme il va y avoir une association, c'est-à-dire si vous mettez des caméras et que vous identifiez, vous pourrez avoir votre QR code préimprimé qui sera associé à une ligne de production, mais toutes ces informations seront disponibles qu'à partir du moment où vous irez sur un cloud pour récupérer cette information. Donc si vous passez en caisse, je pense que les distributeurs ne vont pas demander à leur système d'aller chercher sur chacun des clouds ce type d'information. D'où les limites potentielles. Ok, il faut aller la chercher en continu. Excuse-moi, Émilie, est-ce que tu peux juste te rapprocher le micro? Merci. Donc en fait, il faut aller la chercher en continu sur le cloud. Elle ne peut pas être embarquée directement. Elle ne le sera pas. D'accord. Oui. Bah, on peut en reparler tout à l'heure. Ça va être un peu détaillé. On aura... Tout le monde ait ça à l'esprit. Parce que, très clairement, moi je ne veux pas présager de la demande des distributeurs, mais il y a une vraie espérance, l'espérance liée au QR code. Ok, il y a toute la notion d'expérience consommateur, mais il y a une vraie potentialité pour les données dynamiques. Donc si elles ne sont pas facilement lisibles sur le point de vente ou ailleurs, ça va tout de suite... Alors je rajouterais peut-être juste un dernier élément. Si on fait de la préimpression, sans parler de sérialisation, une préimpression d'un QR code augmenté GS1, c'est quelque part la même chose qu'un EAN, sauf que vous avez l'URL qui vous amène chez l'industriel. Rajouter la sérialisation vous permet d'apporter des services supplémentaires, mais demain, avec les évolutions qu'on peut identifier, je voulais juste anticiper et donner un peu la vision que nous on a sur le fait que, attention, ça peut avoir du sens dans certains cas. Si vous avez une date de péremption qui est très longue, peut-être que vous allez vous dire ça ne me concerne pas. Donc après, il y a d'autres questions qui peuvent rentrer en ligne de compte. Non, mais c'est essentiel d'évoquer ce point dès maintenant. Et du coup, je profite d'avoir le micro pour poser une deuxième question. Quid de la modification
le QR code, une fois qu'il est attribué à un produit, si on veut faire évoluer les données sources qui sont embarquées derrière, pas d'une donnée dynamique identique à une autre donnée dynamique, mais je décide demain, en tant que distributeur ou industriel, de rajouter dans mon QR code quelque chose qui n'était pas du tout prévu initialement. Est-ce que ça nécessite une modification, je ne sais pas comment dire, du QR code en lui-même, ou est-ce que c'est juste le back-office qui est modifié? En fait, votre QR code va embarquer un certain nombre d'informations. On l'a vu et je pense qu'on le reverra tout à l'heure. En tout cas, moi, je vais en parler dans ma présentation. Donc, vous allez avoir des données dynamiques. Le choix, ça va être d'identifier les informations que vous allez vouloir mettre dedans. Et Mathieu, tout à l'heure, indiquait que si vous mettez trop d'informations, il va falloir se mettre d'accord, parce que plus il y a d'informations, plus le code sera important, ce qui était aussi précisé par Philippe tout à l'heure. Donc le choix va être de dire, est-ce que je veux mettre beaucoup d'informations ou pas, et quelle est la valeur de ces informations. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que demain, comme vous avez un QR code, vous allez avoir de la flexibilité pour modifier assez facilement le message et son contenu. Mais sans modifier le visuel du QR code. Ça dépend de la taille et du nombre d'informations que vous voulez embarquer. Si je peux, dans le QR code, il y a très peu de données. Il n'y a rien sur le produit en tant que tel. Il y a son GTIN, c'est tout. Ensuite, c'est le lien que vous allez constituer vers un univers produit. Que ce soit, comme on le disait tout à l'heure, une fiche produit, une fiche technique, un SAV. Et effectivement, tout ceci peut évoluer. Donc, vous avez créé un lien dynamique. Et de ce lien dynamique, vous avez effectivement accès aux données qui sont disponibles aujourd'hui, et puis toutes les données que vous allez imaginer demain. Et il n'y aura pas besoin de modifier la structure même du QR code. Ok, merci beaucoup. On va passer à une autre question. Peut-être qu'il y a des questions en distanciel. Il y a une précision. Ouais. Oui, déjà il y a une question en distanciel de Aline qui va ouvrir son micro. Et puis juste pour que les choses soient bien claires, il y a effectivement la possibilité de simplifier le digital link en y ajoutant une simple donnée statique et d'autres données dynamiques. C'était pour rebondir sur l'intervention de Franck de Prouftal. Ce n'est pas seulement qu'une clé d'entrée vers une information, c'est aussi, dans un QR code, pouvoir embarquer des informations qui seraient traitées offline via les... voilà. C'est mixer les deux, tout à fait. Oui. Très bien. Au niveau du coup, là, une question en distanciel. C'était qui? C'est Aline Thompson. Oui, bonjour à tous. Aline Thompson de la société Fruits Rouges & Co. Question d'ordre organisationnel, plutôt orientée Mathieu qui a parlé de task force. Donc entre le moment où la task force est mise en place et le déploiement sur le reste de l'organisation, combien de temps ça prend, grosso modo? Alors, c'est dans nos processus, effectivement, on a en mars prochain, effectivement, on a des validations budgétaires. Donc, tout l'intérêt de cette première phase de projet, c'est de proposer des scénarios sur l'ensemble de nos lignes et proposer donc des coûts, des estimations de coûts pour mars prochain. Et ensuite, les équipes d'engineering prendront ces informations-là pour prévoir un plan d'investissement. Ensuite, comme on le disait, l'ambition c'est 2027. On n'est pas pressé, il faut qu'on avance quand même. On va essayer d'avancer sereinement, de faire les choses bien. Donc ça va se faire... je n'ai pas la date de fin de projet. Déjà, j'étais content d'avoir un jalon en mars 25 pour dire c'est bon, je peux faire mon petit rétro-planning et essayer d'atteindre des objectifs d'estimation de coûts pour chacune des lignes. C'est un petit peu comme la question des coûts finalement. Ça dépend aussi de ce que vous souhaitez faire, ça dépend des priorités en interne. Et puis il va falloir revoir les packs. Je sais qu'il y a toute une révision des packs qui va être faite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, Bonduelle change de logo. Néanmoins, voilà, c'est déjà engagé. C'est déjà peut-être un peu trop tard, mais bon, voilà, on va quand même s'y préparer, mettre des nouvelles guidelines pour, je sais pas, dans 2 ans, effectivement, on va avoir des nouvelles zones techniques pour accueillir ce marquage, parce que j'imagine qu'on le verra cet après-midi, il y a aussi quelques contraintes, quelques exigences peut-être. Est-ce qu'on met en front de pack? Est-ce qu'on le met derrière, proche de l'EN13? Enfin, il y a sûrement plein de questions encore. Il y a des spécifications techniques qui existent sur le marquage 2D d'ailleurs.
Oui. qu'on pourra retransmettre par la suite. On parlait d'URL tout à l'heure, un petit retour d'expérience. Là, on a récemment racheté des nouveaux domaines très très courts pour effectivement économiser le nombre de caractères à symboliser. Donc voilà, un autre conseil, regardez vos URL et essayez de voir si vous pouvez déjà pas les raccourcir pour aussi gagner de la place. Ok. Alors, on a amorcé quand du coup la task force, Mathieu? On a fait le kick-off là début septembre. Et on a enchaîné avec des ateliers sur la partie digitale, hein, sur comment exploiter l'URL et effectivement vers quoi on veut aller sur nos sites. Après, on a fait plutôt un workshop sur le dimensionnel, le physique, sur la taille des QR codes, la taille que ça va prendre, les modifications qu'il va falloir engager sur nos packs. Et la semaine prochaine, on retourne en usine effectivement pour continuer à travailler, mais plus sur la partie physique, sur les lignes. Ok, très bien. Alors, on a passé les 10 minutes de questions. On va prendre une dernière question pour éviter de trop glisser dans le timing. Bonjour, donc Laurent Coutan, groupe Lactalis. J'ai une question par rapport à la remarque sur la sérialisation et la possibilité de blocage en caisse. Donc effectivement, on aurait du coup des informations déportées on cloud et pas de l'information froide, on va dire. Pourtant, il me semblerait que si on exécute le retrait-rappel sur le numéro de série ou un ensemble de numéros de série, il sera possible de bloquer en caisse, en identifiant ce numéro de série sans faire appel à de l'information déportée. Alors, je ne suis peut-être pas le spécialiste de cette question-là. Néanmoins, le numéro de série, voilà, il va être symbolisé dans le QR code. Mais tout ce qui est important, c'est ce qu'on disait, c'est tout ça, c'est disponible dans le cloud. Si vous n'avez pas d'accès à Internet, ça ne fonctionnera pas. Non, je ne suis pas d'accord. À partir du moment où vous avez sérialisé tous vos emballages avec un numéro de code, un numéro de série unique, si vous bloquez sur vos numéros de série, c'est-à-dire vous transmettez au distributeur, et d'ailleurs une grosse question qui reste posée, comment nous allons coordonner aujourd'hui tous les numéros retrait-rappel avec la distribution et être sûr que dans chaque caisse, la caisse soit capable de bloquer, mais ça c'est une autre question, mais le numéro de série sera bien intégré au QR code et lisible immédiatement en caisse. Effectivement, si vous prenez une solution de sérialisation, à un moment donné, il faudra faire de l'appairage de données, ça c'est clair. Et effectivement, alors, le transmettre, ça va faire partie des questions à venir, ça c'est clair, pour que ça aille très très vite et qu'on puisse avoir un blocage en caisse. Nous, en tout cas, chez Bonduel, ce qu'on veut à terme, la cible, c'est effectivement mettre l'URL, le GTIN, l'ADDM et le numéro de lot. Voilà. Ça paraît, on va dire, la base, la cible et toute la puissance du QR code pour améliorer notre traçabilité. Avoir un nouvel outil de traçabilité grâce à ce QR code. Très bien, merci. Et peut-être juste un dernier mot avant de clôturer. Je voulais juste rajouter un petit élément, c'est s'il y a des informations, à partir du moment où vous avez une base de données X et que vous transférez cette base de données au distributeur, à lui de voir comment il peut l'utiliser. Exactement. Mais gardez à l'esprit qu'il peut y avoir différents applicatifs, par exemple sur le gaspillage avec les dates de péremption. Donc ça voudrait dire que votre numéro sérialisé, vous allez l'associer à une date de péremption, vous allez l'associer à une ligne de production et vous allez donner toutes ces informations. Après, ce sera à vous de voir avec l'industriel ce qu'il en est. Donc, est-ce que c'est plus compliqué? De mon point de vue, ça paraît légèrement plus compliqué que le QR code augmenté GS1, où on a déjà défini et embarqué certaines de ces données. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On pourra continuer les échanges tout à l'heure, il y aura des keynotes. Là, on n'aura pas le temps pour les questions. On a glissé de 20 minutes. Est-ce que juste une FAQ GS1 peut être établie par rapport à toutes les réponses, les échanges qu'on a Alors, je vais répéter la question parce qu'on ne t'entend pas en distanciel. Tu demandes si on peut faire une FAQ suite à cette table ronde, c'est ça? Une FAQ qui vivrait en fait dans le temps, là. On commence à voir les questions qui se posent et des tendances de réponse. C'est je veux partir sur la sérialisation. Ça serait un chapitre de la FAQ. Puis-je gérer mon gaspillage en faisant machin, puis-je gérer le blocage des lots en caisse. Enfin, ça me paraît primordial en fait. Juste pour répondre, alors on va pas prendre de décision là maintenant, mais en tout cas on prend le point et peut-être que ce sera évoqué aussi en communauté d'intérêt. L'idée c'est d'avoir un plan d'action pour 2025. Peut-être que ça peut en faire partie en effet.
Mais merci d'avoir évoqué le point. J'allais peut-être rajouter un tout petit point très court sur la sérialisation. Ça a l'air d'intéresser beaucoup de personnes suivant les solutions. Gardez à l'esprit que la sérialisation, c'est quand même, ça a aussi des impacts en termes de production, de gestion de données, transférer les données aux différentes imprimantes qui sont sur ligne, le système de relecture, etc. Donc, mon impression, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de définir les méthodes pour avancer et on commence à vouloir gravir l'Everest, puisque pour moi, quelque part, la sérialisation va être la partie probablement la plus challenging par rapport aux besoins. Et les solutions existent, donc rassurez-vous. Le message, je pense qu'on a tous à passer aujourd'hui, c'est nous sommes prêts, nous nous préparons, nous faisons évoluer nos solutions. Donc elles existent. Après, il y a des contraintes et le but des pilotes, c'est bien pouvoir les appréhender tous ensemble. Très bien. Merci. On peut applaudir nos intervenants. Merci beaucoup. On vous retrouve de toute façon tout à l'heure pour les keynotes. Et voilà.